Latte. Christophe Ondelatte. Aujourd'hui et demain, je vais vous raconter en 2 épisodes l'incroyable affaire Air Cocaïne. Des trafiquants de drogue qui font venir 300 kilos de cocaïne en France au moyen d'un jet privé, qui décident de recommencer avec 700 kilos et qui se font pincer au décollage en République dominicaine. Ça se raconte et ça s'écoute comme un polar. Je l'ai écrit avec Thomas Audouard, réalisation Boris Pachinski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Vous connaissez l'aéroport de la Mole, à Saint-Tropez? Non? Normal, c'est pas du tout un aéroport pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Il n'y a que des jets privés qui atterrissent là, essentiellement l'été, quand les stars et ceux qui ont un pognon de dingue viennent rejoindre leur yacht ou se trémousser le popotin dans les boîtes de Saint-Trope. Et l'hiver c'est un ballet d'hélicoptères vers les stations de ski. Attention, il y a quand même 4000 personnes qui passent par là chaque année. C'est là, en vérité, que tout commence, dans ce petit aéroport très prout-prout. Ça se passe un dimanche, le 9 décembre 2012. Ce jour-là, c'est l'arbre de Noël du personnel. Sapin, cadeaux pour les enfants, petit Papa Noël quand tu descendras du ciel, la totale. Et voilà qu'un jet privé, un Falcon 50, s'annonce en bout de piste. Charlie, bonjour. Bonjour, Foxtrot Golf X-Ray. La Moltour somme en vue du terrain, demandons autorisation d'atterrir. Foxtrot Golf X-Ray, piste dégagée, vous pouvez atterrir. Et l'avion atterrit. Et la porte s'ouvre. Oh, regarde. Il y a comme passager qui descend de cet avion. C'est qui celui-là? Jamais vu. Tu le connais, toi? Négatif. Jamais vu non plus. Le directeur de l'aéroport, habitué à cirer les pompes de ceux qui descendent de ces avions de luxe, se précipite sur le tarmac pour aller accueillir le passager. Et puis un douanier arrive à son tour. Et là, le pilote ouvre la soute à bagages. Elle dégueule de valises. Dites, messieurs, on a des voitures là qui nous attendent pour charger les bagages. Vous pensez qu'on pourrait les faire rentrer sur le tarmac et s'approcher de l'appareil? Ça facilitera le chargement. Hein. Bah oui, pas de problème. L'avion arrive des Açores. Les Açores, c'est le Portugal. Et le Portugal, c'est l'Europe. C'est dans l'espace Schengen. Alors en théorie, on pourrait les fouiller, ces bagages. Mais bon, Schengen, le douanier ne pousse pas plus loin. 3 grosses bagnoles arrivent sur le tarmac et la valse des valises commence. Des dizaines de valises qui viennent s'entasser dans la première voiture, puis dans la deuxième, puis dans la troisième. Et voilà. Merci pour votre accueil, joyeux Noël et bonne année. Un seul passager et tant de valises. C'est bizarre quand même. Ça a mis un peu de temps à leur monter au cerveau. Mais maintenant que les voitures sont parties, ça se met à clignoter sec dans la tête des responsables de l'aéroport. Autant que les guirlandes du sapin de Noël. Un seul passager et tant de valises, c'est pas normal. Et donc on prévient les gendarmes. Oui, voilà, oui. Oui, je m'y connais en bagage. Je vous dirais qu'à vue de nez, on n'était pas loin des 300 kilos de bagages. J'avoue que j'avais jamais vu ça avec un seul passager. Hein. Et une enquête commence. Bon, au-delà de la nature de la cargaison qui reste quand même un mystère, la priorité c'est d'identifier le propriétaire de l'avion,
l'identité de l'équipage, celle de l'unique passager, et puis celle aussi de ceux qui conduisaient les 3 véhicules venus récupérer les valises. Deuxième chose, on sait que cet avion a décollé des Açores. Il faut savoir quand il est arrivé aux Açores et d'où il venait. Et enfin, il faut déterminer la destination des véhicules à partir du moment où ils quittent l'aéroport. Sur ce dernier point, la réponse tombe assez vite. Bon, chef, grâce aux caméras des barrières de péage et à celles des stations essence, on sait que les 3 véhicules se sont arrêtés dans une station à Sanary-sur-Mer, et alors ils se sont garés sur le parking qui est habituellement réservé aux poids lourds, et là, a priori, les valises ont été chargées à bord d'autres véhicules qu'on n'a pas identifiés. Et là, on perd leurs traces. On a perdu la trace des valises, mais pas celle du passager de l'avion et de sa petite équipe. Ils sont allés s'installer à l'hôtel, et pas dans un Formule 1, dans un 4 étoiles de Sanary-sur-Mer, la Farandole, avec vue sur la baie de Bandol. Bon, chef, ça y est, on a identifié la bande. Le big boss de l'équipe, c'est un certain Franck Collin. C'est un gars qui vit en Roumanie, mais qui l'été vient jouer les gardes du corps à Saint-Tropez. Alors, grosse clientèle, genre Naomi Campbell, tu vois le genre. On a aussi identifié le passager du Falcon, il s'appelle Nicolas Pisapia. Lui aussi vit en Roumanie, et d'après ce qu'on a compris, il est dans le sillage de Collin. Alors, chef, asseyez-vous. Ce que j'ai à vous dire maintenant va vous espanter. Bon, je m'assois. Allez-y, espantez-moi. Vous savez avec qui ils ont dîné, le soir même à l'hôtel? Allez-y, me faites pas languir. Eh bien, le douanier de l'aéroport, François-Xavier Manger, ils ont dîné avec lui. Voilà pourquoi le Pandore n'a pas fouillé les valises. Il était de mèche avec eux. D'après l'enquête, il a fait mieux que ça. Le jour de l'atterrissage, il a produit un faux document indiquant que le passager de l'avion est arrivé avec 500 000 $ en liquide. Comme ça, si on l'arrête avec dans la poche le prix de cette cargaison, le gars pourra dire « l'argent ». Ah ben je suis arrivé avec. Regardez, j'ai un paplard de la douane de la Molle. L'enquête a permis aussi d'isoler un 4e type qui était à l'hôtel avec eux le soir de l'arrivée de l'avion. Pour l'instant, les gendarmes n'ont pas son nom. D'après les gens de l'hôtel, il se fait appeler Ryan. Et il prétend être l'agent de Karim Benzema. Et le propriétaire de l'avion, alors? On sait qui c'est? Alors, il est loué par une compagnie d'aviation qui s'appelle SNTHS, qui appartient à un certain Pierre-Marc Dreyfus. Mais le vrai propriétaire, c'est quelqu'un de très connu. Vas-y, balance. Balance! Si je te dis chin-chin. Chin-chin. Je comprends pas. Chin-chin! Les lunettes. L'avion, il appartient à Alain Flolou. Et il le met en location quand il s'en sert pas à travers cette compagnie, la SNTHS. D'accord. Et vous avez des précisions sur la cargaison? Non, rien de certain, mais bon, ça fait pas beaucoup de doute, hein. C'est de la drogue, probablement de la cocaïne. On a remonté le parcours de l'avion avant son arrivée aux Açores. Vous savez d'où il a décollé, cet avion? Arrête de faire le quiz en permanence, gagnons du temps. Alors, il venait d'où, cet avion? Eh bien, de la République dominicaine. On commence à y voir un peu plus clair sur la fin de l'opération. La phase qui va de l'atterrissage de l'avion jusqu'à la livraison de la marchandise sur le parking poids lourd de la station essence. Même si on ne sait toujours pas qui, à la fin, est parti avec la drogue. Reste un autre mystère à éclaircir. Comment cette joyeuse équipe est-elle parvenue à sortir la cargaison de République dominicaine et à charger tout ça dans l'avion? Là-bas aussi, on a dû fermer les yeux. Vous n'êtes pas sans savoir que la República Dominicana, qui est une importante destination touristique, est une plaque tournante de trafic de cocaïne en provenance essentiellement de Colombie et à destination d'Europe. Ici, les autorités sont complètement dépassées par le phénomène. Et bien entendu, tout ça est basé sur la complicité des douaniers et d'employés de l'aéroport. Pendant ce temps-là,
Un 5e protagoniste de la bande a été identifié, un certain Alain Castagny, un ancien assureur devenu pilote de jet. C'est lui qui a l'air d'avoir organisé le transport par avion. Et lui aussi est sur écoute. Et il est imprudent, très imprudent. Bon, je vais booker un appareil pour un nouveau vol au mois de février. Ça te va, Franck? Oui, très bien, oui. T'as raison, réserve l'avion dès maintenant. Mais c'est qu'ils sont bavards, les loulous. Ça a tellement bien marché la première fois qu'ils ont décidé de recommencer. Remarquez 300 kilos de coco en un voyage, c'est tentant. D'après ce que toute la bande raconte au téléphone, c'est encore Nicolas Pisapia qui va jouer l'unique passager de ce vol prévu pour février. Mais l'avion ne partira pas de Saint-Domingue. Il partira de Quito, en Équateur, direction Saint-Tropez. Sauf que quand arrive le mois de février, ça ne se passe pas du tout comme prévu. L'avion décolle bien de France, il atterrit à Quito, mais il y a un problème. Allô, Franck? Franck, c'est Nicolas. Bon, je sais pas ce qui se passe, le contact qui devait nous livrer la marchandise est pas là. Ouais, je suis au parfum. Ils ont eu un problème d'acheminement. La cargaison n'arrive pas. Et au prix de la journée d'immobilisation d'un Falcon, à un moment, faut bien rentrer. Et c'est les soutes vides que le Falcon s'apprête à reprendre la direction de la France. Ça marche pas à tous les coups, les gars. Et en plus, il va falloir payer la douille de la location de l'avion. C'est risqué comme métier. Trafiquant de cocaïne. Le jet s'apprête à décoller de Quito quand soudain, une voiture de police se met en travers. Les policiers équatoriens n'ont aucune idée de la suspicion qui entoure cet avion et son passager. Aucune. Ils se méfient juste des jets qui décollent de leur pays en direction de l'Europe. C'est donc un contrôle de routine. Ils font monter à bord un chien renifleur de drogue. Ils inspectent l'avion de fond en comble et ils vérifient l'identité du passager. Comment c'est bien, là? Pisapia. Nicolas Pisapia. Et ils ne trouvent rien à bord. Et pour cause. Bueno, gracias señor. Buen vuelo. À partir de là, il n'y a plus vraiment de raison d'atterrir à Saint-Tropez. L'avion se dirige donc vers l'aéroport du Bourget, près de Paris. Les gendarmes qui les attendaient sur l'aéroport de La Mole peuvent plier bagages. Mais bien sûr, ils préviennent leurs collègues du Bourget. Oui, voilà, un jet Falcon 50 qui a quitté Quito, qui a fait escale à Saint-Martin. Je vous donne l'immatriculation. Foxtrot, Golf, X-Ray, Mike, Charlie. Alors surtout, vous n'intervenez pas. Il n'y a rien à bord. En revanche, vous filéochez les 4 bonhommes qui sont dedans, c'est-à-dire les 2 pilotes qui s'appellent Bruno Odo, Pascal Forêt, et puis le passager parti de Quito qui s'appelle Nicolas Pisapia, et un passager qui est monté à l'escale de Saint-Martin qui s'appelle Alain Castagny. Donc vous les prenez en filature et on veut savoir où ils crèchent. D'accord? Et vous nous tenez au courant, Les pilotes, c'est au cas où. À ce stade, il n'est pas du tout sûr qu'ils soient dans le coup. Bref, à leur descente d'avion au Bourget, les gendarmes filochent Pisapia et Castagny jusqu'à un hôtel parisien. Fin de cette opération manquée. Est-ce que notre petite équipe a l'intention de s'arrêter là? Ah ben non, bien sûr. Ça s'est tellement bien passé la première fois. Il est tentant de recommencer. Et cette fois-ci, pas question de décoller de Quito. Le contrôle au décollage a un peu refroidi nos amis. On ne peut pas se permettre de se planter comme la dernière fois. Quito, c'est trop risqué. Donc cette fois-ci, on décolle à nouveau de la République dominicaine. Là-bas, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Il faudra juste quand même stationner l'avion à l'écart, proche de la clôture. D'après mes contacts sur place, ils vont découper la clôture barbelée et faire passer la marchandise jusqu'à la soute de l'avion par là. Et la marchandise?
Elle est où à cette heure-ci? Elle est déjà sur place, ça fait en tout cas en partie. Pas de souci. Combien de kilos? Beaucoup plus que la première fois, je te rassure. Environ 700 kilos. Pour l'instant, il y a déjà 150 kilos sur place, le reste va pas tarder à arriver. Atterrissage à Saint-Tropez, on est d'accord. Bien sûr qu'on est d'accord, on va pas se priver des services de notre ami le douanier Manchet. 700 kilos quand même. C'est risqué, ça représente des valises. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et cette fois, pour ne pas éveiller les soupçons, il y aura 2 passagers à bord, Pisapia et Castani. Et pour rendre leur déplacement plus crédible, ils embarquent à bord un beau jambon et quelques grands crus. Il faut que vous ayez l'air riche, l'air de riche qui profite de la vie, des gars qui se privent de rien. Sauf que Franck Collin et sa petite bande ne savent pas qu'au même moment, les autorités de Punta Cana ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Le ministre de l'Intérieur dominicain en personne est à la manœuvre. Il est parfaitement conscient que l'aéroport de Punta Cana est une passoire, que les narcos sont là-bas comme chez eux, qu'il suffit de graisser la patte aux douaniers pour charger n'importe quoi dans un avion, que le système est pourri jusqu'à la moelle. Alors les autorités dominicaines ont décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Grâce à 5 agents de renseignement infiltrés depuis des mois, ils connaissent désormais tous les contours du trafic. Des dizaines et des dizaines de personnes sont impliquées, à tous les niveaux. Est-ce que vous savez combien d'agents des douanes participent au trafic? 26 douaniers, vous vous rendez compte? Et a posteriori, ils ont aussi repéré le manège de notre équipe de Français. Le 19 mars 2013, le Falcon 50 en provenance de Paris atterrit à l'aéroport de Punta Cana. Dans le cockpit, les 2 mêmes pilotes que les fois précédentes. On devrait se demander d'ailleurs à un moment s'ils n'étaient pas au parfum de ce qu'ils transportaient, ces 2-là. Il est tard, la nuit vient de tomber, on leur indique un emplacement pour stationner l'avion et aïe, on vient de les coller dans le coin des gros avions de ligne. C'est pas du tout ce qui était prévu. C'est très très loin de la clôture par laquelle sont censés transiter des dizaines de valises chargées de cocaïne. C'est un coup à passer à côté de la belle affaire. Les 2 pilotes et leurs 2 passagers en descendent et ils vont barboter dans la piscine de leur hôtel. Et le lendemain matin, miracle de cet aéroport corrompu du sol au plafond, vous allez déplacer votre avion, vous allez le stationner, vous voyez là-bas, juste au bord de la piste. Muchas gracias. Ils sont vraiment gentils, ces gens de l'aéroport de Punta Cana. Sauf que les méchants ont repéré l'avion. Entre 2 cocktails dans son hôtel de luxe, Pisapia appelle le boss. Bon, ça y est, on est stationné pile à l'endroit où il fallait qu'on soit. T'as des nouvelles de nos amis, Franck? Oui, aucun problème. J'ai eu mon contact sur place, le chargement peut commencer. Et donc, une par une, les valises bourrées de cocaïne jusqu'à la gueule viennent s'entasser dans les soutes du Falcon, sans aucun obstacle. Mais de loin, et ça nos compères ne peuvent pas l'imaginer, les services de renseignement dominicains suivent les opérations à la jumelle et ils comptent les valises. Y una más. Ahora son más de 20 maletas en el avión. Au total, ils chargent 26 valises. 26, soit exactement 682 kilos de poudre blanche. De quoi enfariner un paquet de narines en France. Du côté des autorités de Saint-Domingue, la décision est prise. Hors de question de laisser partir l'avion. Et si par hasard il devait décoller sans autorisation, 2 avions de l'armée de l'air sont prêts à intervenir pour lui faire demi-tour. L'avion est prêt à décoller. Même plan que la première fois.
Une escale est prévue aux Açores pour une entrée discrète dans l'espace Schengen. Punta Cana Tower, Foxtrot Golf X-Ray Mike Charlie, ready for taxi. En d'autres temps, la tour de contrôle gangrénée par les narcos du sol au plafond aurait laissé le Falcon décoller. Sauf que là, on les a mis au parfum. Il est hors de question de laisser cet avion décoller. Vous entendez? Si vous n'obéissez pas aux ordres, vous irez directement en prison. C'est bien compris? Oui, évidemment, c'est bien compris. Et là, depuis la cabine de pilotage, les deux pilotes, Bruno Odo et Pascal Forêt, voient débouler des voitures, phares allumés, qui se dirigent vers l'avion. Et dans la foulée, un hélicoptère vient se poser juste devant l'appareil. Un homme en descend, arme au poing. À l'intérieur du Falcon, les deux trafiquants ont compris. Alors, pris de panique, Nicolas Pisapia appelle Franck Collin depuis son portable. Franck, c'est le bordel. Il y a des hommes autour de l'avion, ils sont armés. Sors-moi de là, putain. Je suis dans la merde, sors-moi de là. Te sortir de là? Et comment? Si ce n'est par la peau du cul. Les policiers dominicains ordonnent aux pilotes du Falcon d'ouvrir la porte de l'avion. Vous descendez un par un. Mets en l'air. Pisapia, Castani et les deux pilotes descendent de l'appareil. Et une fois en bas de la passerelle, autant vous dire qu'on ne les accueille pas avec des roses. On les plaque au sol, on leur balance une ou deux mandales au passage, on leur colle des menottes, et pendant ce temps-là, les policiers montent à bord de l'avion. Le spectacle. La cabine déborde de valises. Eh oui, 26 valises, ça ne rentrait pas dans la soute. Les gars les ouvrent et ils se mettent à gueuler. Drogas, de la drogue. Oh, faites pas les surpris, les gars. Vous saviez pertinemment ce qu'il y avait dans ces valises. Et après, ils ouvrent la soute à bagages, bourrée elle aussi jusqu'à la gueule de valise. Eh ben voilà, messieurs, c'est le début des emmerdements. Si ça peut vous consoler, en parallèle, la police de Saint-Domingue vient d'interpeller tous ceux qui ont participé à la magouille. Policiers, douaniers, personnel de l'aéroport. 47 personnes au total. J'en connais qui sont pas prêts d'aller se rôtir les fesses au soleil de Saint-Tropez. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'affaire Air Cocaïne. Premier épisode, l'histoire de ces trafiquants de drogue français qui, en 2012, parviennent à faire venir d'abord 300 kilos de cocaïne de Saint-Domingue jusqu'en France en jet privé et qui, voulant recommencer un an plus tard, se font pincer par les autorités dominicaines avec 700 kilos de cocaïne en stock. Et je débriefe cette histoire avec Christine Saunier-Ruellan, juge d'instruction de cette affaire en France et qui a bien voulu nous raconter ce moment où elle intervient dans l'affaire. Et j'ai bien conscience que ce que je vais vous demander n'est pas facile, puisque vous intervenez, vous, pile dans la deuxième partie de mon histoire. C'est-à-dire au moment où les 4 sont interpellés à Saint-Domingue et où l'affaire est révélée, je me trompe pas? Absolument. Ça se passe comment d'ailleurs? Vous êtes saisi comment? On vous dit les choses comment? Eh bien, en fait, le dossier avait antérieurement été traité par le juge d'instruction de Draguignan. Dont relevait Saint-Tropez. Oui, puisque l'atterrissage du 9 décembre 2012 à la Mole avait donné lieu à un signalement donc par les agents, enfin pas un signalement anonyme, mais il y avait 2 agents de piste à ce moment-là qui avaient assisté au fait. Et ça avait donné lieu à l'ouverture d'une enquête préliminaire auprès du procureur de la République de Draguignan. Qui avait déjà identifié les protagonistes, Collin et compagnie? Non, pas encore. Quand il y a eu l'atterrissage, le signalement dès le lendemain, en fait, au service de renseignement du ministère des Armées. Après, un mois après, c'était le 7 janvier 2013,
le procureur de la République de Draguignan a ouvert une enquête préliminaire qu'il a confiée au service de la gendarmerie de Saint-Tropez, qui ont récupéré tous les premiers éléments. Et ensuite, donc, c'est la gendarmerie qui a pu identifier le deuxième vol sur Quito, qui a été un échec. Et puis, il y a eu ce troisième vol en mars, du 17 au 19 mars, c'est le troisième vol à Punta Cana, où ils se sont fait interpeller. C'est là que le dossier est arrivé à Marseille. Alors, peut-être une réflexion générale avant d'entrer dans les détails. Hormis le côté spectaculaire de l'atterrissage en jet à Saint-Tropez et l'arrestation de Punta Cana, est-ce que cette histoire est vraiment exceptionnelle ? 700 kilos de cocaïne, finalement, c'est pas grand-chose. C'est pas une tonne comme on en arrête régulièrement sur l'autoroute qui remonte d'Espagne. C'est quand même une quantité importante de drogue qui arrive par voie aérienne dans des circonstances un peu quand même exceptionnelles, puisque ça atterrit sur un petit aéroport français de la Mole, après un passage aux Açores où du coup on peut blanchir en quelque sorte le plan de vol en s'y arrêtant. Ce qui fait son caractère exceptionnel, cette histoire, c'est la répétition des trois vols. Des trois vols entre le 9 décembre et le 17 mars 2013. Mais si on regarde les choses à froid, cette affaire, elle a pris beaucoup plus d'importance que son vrai poids criminel, j'ai envie de dire. Je ne sais pas quoi vous répondre sur cette question, puisque son poids criminel, il est au-delà de l'importation et de l'arrivée en France ou de la non-arrivée en France de ces quantités de drogue, parce que c'est quand même beaucoup, mais c'est tout ce que ça sous-tend par derrière. Qui dit trafic et importation de drogue dans ces quantités-là veut dire un problème de société énorme s'agissant de la santé publique, et puis ça veut dire aussi l'arrosage des cités en drogue, avec tout ce que ça comporte après comme guerre de clans dans les cités, règlement de compte, etc. Plus sans compter toute l'économie parallèle liée au trafic dans les cités. Donc, j'ai du mal à vous dire que c'est banal criminellement. Oui. Je comprends. Les 300 kilos du premier vol, donc en décembre 2012, est-ce qu'on a su où ils étaient passés ? Qui les avait emportés ? Non, on ne sait pas où ils ont atterri. On sait qu'ils sont partis de la Mole. Jusqu'à cette station essence ? Oui, sur Draguignan, enfin juste avant Draguignan. À Sanary ? Pour après. Et après, ils sont partis à la Farandole, oui, mais ils ont fait un petit détour par Draguignan dans cette station-service pour poids lourds. Voilà, donc la drogue, elle aurait peut-être été déchargée à ce moment-là, puis après, elle serait repartie sans la drogue pour se retrouver dans cet hôtel à la Farandole. Mais après, ce qui est devenu la drogue... On n'a jamais réussi à le savoir. Il y avait une grosse équipe derrière Franck Collin, où lui c'était juste un chauffeur-livreur. C'est un type qui allait chercher et qui remettait. Ou est-ce que c'était lui l'organisateur ? C'est un intermédiaire. Juste. C'est un intermédiaire, c'est un rouage. Collin, c'est étonnant, donc il vit en Roumanie, il vient l'été jouer les gardes du corps à Saint-Tropez, et a priori c'est la première fois qu'il passe les limites de la loi. Il fait beaucoup d'autres choses que garde-corps. Il a fait beaucoup d'autres choses en Roumanie, où il avait plusieurs activités, plusieurs sociétés à son nom, où il brassait beaucoup d'affaires, où il voyait beaucoup de monde, où il faisait beaucoup d'effets. Mais effectivement, il n'avait pas de casier judiciaire important. Il y a un personnage quand même qu'on va oublier par la suite dans le deuxième épisode, parce que le sujet, ça va devenir les deux pilotes. Est-ce qu'ils savaient, est-ce qu'ils savaient pas ? Ils vont finir par s'évader. Je n'évente pas plus que ça le deuxième épisode. Mais le personnage, c'est le douanier, François-Xavier Manchet. Comment est-ce qu'il se retrouve dedans, lui ? François-Xavier Manchet, était un ami de Franck Collin qui exerçait la profession de douanier.
qui n'était pas du tout affecté à l'aéroport de la Mole. Il n'avait rien à faire sur cet aéroport ce jour-là. Et il intervient pour aider, entre guillemets, son ami. Il se retrouve dans cette affaire. Ça n'est pas le douanier de l'aéroport? Absolument pas. Et par quel Il n'avait absolument rien à faire sur ce lieu, dans cet aéroport. Absolument pas. Mais par quel moyen est-ce qu'il se retrouve sur la piste au pied de l'avion? Parce que vous avez le droit d'aller dans un aéroport, qui que vous soyez, et en plus, quand vous dites que vous êtes douanier, on vous laisse passer, quoi. Il n'exerçait pas ses fonctions sur cet aéroport-là. D'accord. C'est rare en France, un douanier corrompu. Bon, on a vu qu'en République dominicaine, ils étaient 26 impliqués dans cette affaire. Oui, c'est rare, on n'en trouve pas tous les jours. Comme dans toutes les professions, il y en a qui peuvent poser problème de ce type. Mais oui, c'est rare. Oui, les douaniers ne sont pas corrompus. Vous vous souvenez à combien il a été condamné à la fin de l'histoire? Beaucoup? Enfin, il avait un rôle qui n'est pas banal, quand même. Oui, mais ça a été un des rares à reconnaître sa responsabilité dès le départ, à ne pas contester son placement en détention, à faire sa période de détention, à purger sa peine, et il doit être sorti de prison alors qu'il est. Alors les pilotes. Les pilotes seront les personnages centraux du deuxième épisode. Mais anticipons un peu. Concernant le premier vol, bon, on veut bien admettre qu'ils n'étaient pas au courant des 10 valises qui étaient dans le premier vol. Mais à partir du deuxième, et de ce retour à vide, on a du mal à croire qu'ils sont pas dans le coup. Vous êtes en France. C'est pas vous qui avez à instruire au début. Mais dès le départ, vous les mettez dans le jeu ou pas? Quand je prends le dossier, je les mets, oui, effectivement, dans le jeu, à partir du moment où je vais les entendre en République dominicaine. Ah, vous y allez? Oui, j'y vais très vite en République dominicaine, les entendre sous statut de témoin assisté. Oui. Parce que j'estime qu'il y a des éléments qui peuvent être intéressants. Donc je vais les entendre sous statut de témoin assisté. Et ils seront mis en examen plus tard. Oui, quand ils rentreront en France. Non. Ah, vous les mettez en examen pendant qu'ils sont encore là-bas? Ah, absolument. Absolument. Vous êtes comme moi, surpris. Bon, le premier vol, on est d'accord, ils peuvent transporter 10 valoches sans savoir ce qu'il y a dedans. Oui, c'est pas comme ça qu'on instruit la situation, en fait. On s'interroge par rapport à leur responsabilité en tant que professionnels. Est-ce qu'ils étaient chargés de vérifier, de ne pas vérifier? Quels sont les textes applicables? Et oui, pourquoi ils ne sont pas plus interrogés? Et donc là, on tombe sur ce qu'on appelle le MANEX, un manuel qui guide les règles que doivent appliquer les commandants de bord des vols privés. Oui. Sur ces vols privés. Et là, oui, il y a des éléments qui font que, à un moment, il y a des charges suffisantes, des indices graves et concordants qui justifient leur mise en examen. Donc vous les mettez aussi en examen depuis la France, alors qu'ils sont en République dominicaine? Absolument. Parce que il y a une différence entre le pilote d'un vol commercial, dans long courrier, qui lui n'est pas censé vérifier les bagages, et celui d'un vol privé, un jet, qui lui doit vérifier les bagages. C'est ça? Les règles sont, comme je vous le disais tout à l'heure, contenues dans un manuel d'exploitation, ce qu'on appelle le MANEX, et on voit que le commandant de bord a un certain nombre d'obligations, l'obligation de vérifier les opérations d'assistance au sol, l'obligation de superviser l'accompagnement des bagages, l'obligation de superviser les passagers. Il a la responsabilité du chargement correct des bagages dans l'avion pour établir son devis de masse et centrage. Il est obligé de vérifier aussi l'état de l'avion. Or, tout ça, ça n'a pas été fait, ou en tout cas fait de façon à ce que les alertes se mettent en route pour prévenir les pilotes qu'il y a une difficulté. Là, ils avaient tous les feux clignotants possibles par rapport aux bagages, par rapport aux passagers. Et là, ça devait clignoter.
et il devait en rendre compte à la direction, qui devait elle aussi réagir, hein, parce que vous dites que les personnes qui seront focus dans votre deuxième partie, ce sont les pilotes, mais il y a aussi des personnes très importantes qui sont les chefs, les employeurs des pilotes, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les responsables de la société SNTHF, qui devaient récupérer tous ces éléments-là pour eux réagir, puisque par derrière, il y a aussi le problème de financement de ces vols. Les pilotes, oui, ils font un premier vol, ils réagissent pas à un deuxième vol, ils réagissent pas à un troisième vol, ils réagissent pas. Mais les chefs d'entreprise, c'est pareil, ils font un premier vol, un deuxième vol, un troisième vol, qui sont soi-disant pas payés par les clients. Or, quand vous affrétez un avion pareil, c'est pas 2 centimes d'euros, hein, c'est un investissement important pour la société, ils sont pas payés, mais ils en font quand même un second, ils sont pas payés, mais ils en font un troisième, ils sont pas payés. Donc là aussi, c'était des alertes. Pourquoi toutes ces personnes-là, et ça a été mon questionnement en tant que juge d'instruction, pourquoi toutes ces personnes-là n'ont pas saisi ces alertes pour dire stop à un moment? Pour terminer, les autorités dominicaines, vous nous dites que vous êtes allé là-bas, ce qui est assez courant pour un juge d'instruction lorsqu'une affaire se déroule à l'étranger. Elles sont sincères quand elles donnent ce coup de pied dans la fourmilière, quand elles procèdent à cette arrestation, ou c'est un coup pour faire de l'esbrouf? Non, je crois qu'elles sont sincères. Moi, je suis allée à plusieurs reprises en République dominicaine dans le cadre de cette affaire. Parce que il a fallu qu'on se partage le travail en quelque sorte, parce que l'affaire concernait aussi bien les autorités de République dominicaine que les autorités françaises, à savoir que les autorités de République dominicaine avaient à traiter ce qu'on pourrait qualifier de flagrant délit de départ de l'avion, de l'exportation pour eux. Donc eux, ils ont traité tout ce volet-là, et moi j'ai traité tout le reste de l'affaire, c'est-à-dire les autres vols et puis tout ce qu'il y a autour de l'organisation des autres vols, et notamment ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs pour arriver à ces transports-là. Donc j'ai été amenée à rencontrer les responsables judiciaires de République dominicaine. Il a fallu dans un premier temps que j'explique la ma procédure démarche. Française, oui. Oui, la procédure française, le rôle du juge d'instruction, le périmètre de mon intervention en respectant le périmètre qui leur est affecté du flagrant délit, parce que je ne suis pas là non plus pour faire le travail à leur place aussi non plus, et pour leur apprendre quelque chose. Et je crois que je peux dire que j'ai eu affaire à des magistrats très engagés dans leur fonction de magistrats, qui veulent faire quelque chose dans leur pays, qui en ont marre et qui ne supportent plus et qui ne supportent pas d'être la plaque tournante ou une base de trafics internationaux de tous ordres, qui passent par chez eux, quoi, hein. Et ils voulaient effectivement faire quelque chose en toute sincérité, Et à partir du moment où j'ai pu acquérir leur confiance, nous avons pu mettre en place une collaboration absolument fructueuse et très intéressante pour essayer de faire la part des choses sans a priori pour les uns, pour les autres. Voilà, j'ai pu entendre les Français autant que je voulais pour faire la part des choses, pour essayer de comprendre ce qui leur était arrivé, parce que on n'est pas pilote ou passager comme ça, mais en tout cas on parle des pilotes. C'est pas possible, c'est des personnes qui n'étaient pas voués à se retrouver dans ce genre d'histoire. Donc pourquoi ils se retrouvent là? Qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? Quelle est leur part de responsabilité? Quel était leur intérêt, etc., etc. Alors qu'a priori, pour la République dominicaine, voilà, eux, ils étaient dans le flagrant délit, puis ils ont été pris la main dans le sac. Donc, ceci dit, ils m'ont laissé travailler comme un juge d'instruction en France doit travailler, à charge et à décharge, en essayant de faire la part des choses, en prenant le recul nécessaire, en ne se laissant pas emporter par tout ce qui s'est passé autour et la médiatisation de cette affaire. Vous y êtes allé combien de fois en République dominicaine? 3 fois. Pas seul? Avec votre greffière, je suppose? Oui, tout à fait. Et des gendarmes?
Non, j'y suis allée avec ma greffière une première fois, avec ma greffière une première fois et des policiers de l'Octrice, de la police judiciaire. Une seconde fois, j'y suis allée avec un expert aéronautique, puisque c'était des investigations à faire sur l'aéroport de Punta Cana et de Puerto Plata aussi. Et puis, une troisième fois avec ma greffière aussi. Je me disais, en vous entendant dire ça, que ça voulait dire que la justice se donne quand même des moyens. Oui, bien sûr. Oui, non, mais les gens n'ont pas conscience de ça. Qu'il y a des juges qui vont comme ça à l'étranger plusieurs fois, à plusieurs accompagnés de personnes, billets d'avion classe éco. Bien sûr. Bon, mais je veux dire, on vous donne les moyens. Oui, c'est pas courant, mais on nous donne les moyens. On nous donne les moyens parce que on veut bien le faire aussi, hein, parce que pour un juge d'instruction, c'est pas rien de s'engager autant dans un dossier. Quand on est à la GIRS de Marseille, c'est-à-dire la juridiction interrégionale spécialisée criminalité organisée, on a des dossiers énormes à traiter. Quand on est dans les autres juridictions, on a aussi un nombre de dossiers peut-être moins énorme, mais un nombre de dossiers importants à traiter. Donc, on n'est pas assez nombreux. Donc, on fait au minimum pour le maximum, quoi. Donc, partir comme ça en commission rogatoire à l'étranger, c'est quelque chose de compliqué, de long, de laborieux. Mais ça arrive. Mais c'est efficace. Ouais. C'est efficace. Vous allez à la plage le soir? Pas vraiment, non. Non. Dernière chose, dans le deuxième... Pas pour ça, et puis ça ne nous intéresse pas vraiment. Bah moi, j'y serais allé si j'étais vous. Dans le deuxième épisode, bon, le cœur de l'histoire, c'est l'évasion des 2 pilotes qui vont se soustraire à la justice de République dominicaine pour se livrer à la justice française. Vous avez eu affaire aux Dominicains après l'évasion? Oui, absolument. Ils devaient être bien contents. Oui. Oui, pour eux, c'était un camouflet. Hein. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été pour eux un camouflet. C'est ce qu'ils ont entendu par les médias concernant leur pays de République dominicaine, qui a été taxé de République bananière, alors que non. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai vu, moi, par rapport aux personnes responsables et aux responsables du ministère de la Justice que j'ai rencontrés. Non. Ils ont été légitimement humiliés. Ils ont été humiliés, je ne sais pas si c'est légitimement, mais illégitimement, mais en tout cas, ils ont été humiliés. Ils ont été humiliés par les médias parce qu'on les a montrés du doigt comme étant des sous-développés. Ouais. Ils ont été humiliés aussi par certains propos d'hommes politiques français haut placés. Ils ont été humiliés par cette évasion aussi. Heureusement que j'y étais allée auparavant une puis 2 fois. Parce que sinon, vous en auriez pris. Ouais. Sinon, vous auriez payé le prix. Merci beaucoup, Christine Saunier-Ruellan, juge d'instruction qui a instruit cette affaire en France. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Voici le 2e épisode de ma mini-série consacrée à l'affaire Air Cocaïne. Ce trafic de drogue organisé dans des conditions rocambolesques en 2012 et 2013 entre la République dominicaine et la France. Une histoire complètement dingue et digne des meilleurs polars. Rassurez-vous, si vous avez manqué le premier épisode, je vais vous offrir un petit résumé. Pour le débrief, j'ai invité l'avocat des 2 pilotes de l'avion qui a servi à transporter la cocaïne, maître Antoine V, que je salue. Bonjour. Bonjour. Et à tout à l'heure, voici donc le 2e épisode. Je l'ai écrit avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Dans l'épisode précédent, en décembre 2012, une équipe de trafiquants français emmenée par un certain Franck Collin parvient à introduire en France, à bord d'un jet privé qui atterrit sur l'aéroport de Saint-Tropez, 300 kilos de cocaïne en provenance de République dominicaine. 2 mois plus tard, ils font une nouvelle tentative avec le même avion, mais cette fois-ci à partir de Quito, en Équateur.
Mais les narcos équatoriens ne livrent pas la marchandise à temps, et après un contrôle de routine, l'avion redécolla vide en direction de Paris. En mars 2013, 4 mois après le premier vol, l'avion s'envole à nouveau vers Saint-Domingue. Grâce à la complicité d'employés, de douaniers et de policiers de l'aéroport de Punta Cana, les Français parviennent à embarquer 26 valises contenant 682 kilos de cocaïne. Mais au moment de décoller, l'avion et sa cargaison sont interceptés par la police de Saint-Domingue. Les 2 trafiquants qui sont à bord sont arrêtés, ainsi que les 2 pilotes de l'avion, Bruno Odos et Pascal Forêt. À Toulon, où il s'était installé en attendant l'arrivée de l'avion, Franck Collin a compris que son plan a capoté. Il se doute qu'à un moment, la police française va remonter jusqu'à lui. Et jusqu'au douanier François-Xavier Manchet, qu'il est parvenu à corrompre. Alors il l'appelle. Et bien sûr, les gendarmes qui sont à l'écoute depuis 4 mois enregistrent la conversation. C'est mort, François. Ils ont été arrêtés à Saint-Domingue. Arrêtés? Mais comment ça? Je sais pas, ils se sont fait balancer par quelqu'un là-bas, je suppose. Merde. Merde, tu penses que ça peut nous retomber dessus? Oui. À mon avis, ça craint pour nous. Hein. Dis, tu te souviens du téléphone que je t'ai donné pour me joindre? Oui, bien sûr. Eh bien, il faut que tu t'en débarrasses le plus vite possible, parce que sinon, ça va nous valoir des emmerdes à moi et à toi. Bon, d'accord. Je vais le faire. Autre chose, tu peux vérifier sur tes fichiers à la douane, là, si je suis identifié, si je fais l'objet d'un mandat d'arrêt. Ouais, attends, 2 secondes. Je regarde sur mon ordi. Franck Collin. Non, c'est bon, il n'y a rien sur toi. Franck Collin raccroche et il décide de rentrer à Paris. Et en route, il appelle un de ses contacts, semble-t-il proche du pouvoir, du gouvernement. Les gendarmes ne loupent pas une miette de leur conversation. Dis-moi, j'ai un service à te demander. Tu peux te rencarder au sujet des 4 Français qui ont été arrêtés à Saint-Domingue? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux savoir? Eh bien, ce qu'ils ont dit au cours de leur interrogatoire. Est-ce qu'ils ont balancé le nom de leur complice? Ok, je me rencarde et je te rappelle. La réponse est oui. Face aux policiers de Saint-Domingue, Nicolas Pisapia et Alain Castagny ont balancé son nom. Il est cuit comme un petit lu. Alors à ce moment-là, il pourrait s'enfuir n'importe où, prendre la tangente pour éviter de se faire coffrer. Sauf que c'est pas du tout son genre. Il se dit, je vais les embrouiller. Je vais leur proposer un donnant-donnant. Je deviens votre informateur, et en échange, vous me fichez la paix. Quelle naïveté! Et oh, Franck, on n'est pas à Saint-Domingue, on est en France. Alors si t'espères que les Français vont faire un deal avec toi, compte dessus et bois de l'eau, mon coco. Et donc il va se faire coffrer. C'est une question d'heure. Et il va se faire arrêter avec le pognon du premier voyage. Ça serait ballot de perdre tout cet argent. Alors il appelle sa banque. Et les gendarmes, comme toujours, sont à l'écoute. Dites-moi, j'ai une importante somme d'argent liquide. Rien de frauduleux, hein, rassurez-vous. J'aimerais bien la déposer dans mon coffre. Est-ce que je peux venir maintenant, tout de suite? C'est-à-dire, monsieur Collin, que ça va pas être possible tout de suite. Notre système informatique est inopérant ce matin. Je pense que le problème sera résolu en fin de matinée. Vous pouvez passer à ce moment-là? À la voix de la banquière, Collin a bien compris que c'est un piège. Les flics sont passés à la banque avant lui. S'il va déposer son pognon en fin de matinée, il va se faire arrêter. Il en est convaincu. Mais il se dit que peut-être, il psychote. De toute façon, il n'a pas le choix. Il tente le coup. Il arrive à la banque. Ah, monsieur Collin. Bonjour, monsieur Collin. Vous avez rendez-vous avec la directrice, c'est ça? Asseyez-vous.
Elle va pas tarder à arriver. Je vous assure, le système informatique fonctionne à nouveau. Il a du flair, Colin. Il sent bien que cette fille n'est pas bancaire. Il se dit c'est une fliquette. Mais c'est trop tard. Et c'est là qu'il décide de sortir sans griller une. Et là, sur le trottoir, un homme s'approche. Bonjour. Vous vous appelez Colin ? Franck Colin ? Oui, c'est moi. Et voilà. Maintenant, ils sont 10 poulets autour de lui. C'est fini, mon petit Colin. End of game. Ce que Franck Colin ne sait pas à ce moment-là, c'est que juste avant, les policiers ont fouillé son coffre à la banque. Ils ont trouvé 90 000 € en cash. Et ils ont passé des bifetons au détecteur de cocaïne. Il y a de la poudre sur tous les billets. Et pas en petite quantité. Alors bien sûr, c'est assez courant. La plupart des consommateurs de coke utilisent un billet roulé comme paille pour s'envoyer la farine dans le nez. Si ça se trouve, vous avez dans votre portefeuille un billet qui est plein de cocaïne. Mais là, c'est tous les billets, dans des quantités impressionnantes. Au cas où les policiers avaient un doute, ils n'en ont plus. Dans la foulée, en France, 3 autres personnes sont arrêtées. François-Xavier Manchet, évidemment, le douanier Ripou, et aussi les 2 dirigeants de la compagnie qui a loué le jet, SNTHS. Ils ont loué le même jet, 3 fois, aux mêmes passagers, avec les mêmes pilotes. On a quand même du mal à croire qu'ils n'avaient pas compris. C'est même à se demander s'ils ne sont pas complices. D'autant qu'à regarder les comptes de la boîte, aucune des factures de location de l'avion n'a été payée. À Punta Cana, ça commence à chauffer sec pour les 4 Français. Nicolas Pisapia n'a pas grand-chose à dire pour sa défense. Il est coupable. Forcément coupable. En revanche, les 2 pilotes ont une partition à jouer. On ne savait pas ce qu'il y avait dans les valises. Ça n'est pas notre rôle de vérifier le contenu des bagages, en aucun cas. Et ce qui est intéressant, c'est la position du 4e, Alain Castagny. Vous avez compris qu'il est au cœur du trafic. Mais par ailleurs, il est pilote de ligne, lui aussi. Alors il tente un coup assez misérable. J'étais à bord de cet avion, mais uniquement pour relayer les 2 autres pilotes dans la traversée de l'Atlantique. Rien d'autre. C'est long une traversée, vous savez. Moi, j'ai rien à voir avec ce trafic. C'est gonflé. On verra si ça passe. Je vous le dis tout de suite, la réponse est non. En attendant, les juges dominicains qui ont décidé de faire de cette affaire un dossier exemplaire envoient tout le monde en prison. Pisapia, Castagny et les 2 pilotes. Et la prison en République dominicaine, c'est pas Versailles. En plus, aucun d'entre eux ne parle espagnol. Et ça dure comme ça, des mois. Et des mois entassés par paquets de 12 dans des cellules insalubres, minuscules. Ambiance prison break, avec les gangs, les règlements de compte. Des mois à se ronger les ongles. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Ils ont dit qu'on risquait entre 20 ans et 30 ans de prison. On va moisir ici pendant minimum 20 ans. En France, les familles des 2 pilotes se mobilisent. Un comité de soutien se crée qui en appelle au gouvernement. Et ça marche. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, prend leur défense. On nous a demandé d'intervenir. Ce que j'ai fait, j'espère maintenant que la justice va pouvoir leur être rendue et qu'on séparera leur cas, car je les crois innocents, du problème général de la drogue. Mais la justice dominicaine n'a aucune intention de se faire dicter son timing par la France. Cela dit, geste d'apaisement, au bout de 15 mois de prison, les 4 sortent. Et les ripoux dominicains qui ont organisé le chargement aussi. Les 2 pilotes et les 2 narcos français sont placés en résidence surveillée dans l'attente de leur procès. Le procès en République dominicaine s'ouvre 2 ans après l'opération manquée en mai 2015. L'enjeu, c'est le sort des 2 pilotes, Bruno Odos et Pascal Forêt. Les 2 autres, Pisapia et Castagny, ils sont cuits d'avance. Et au sujet des pilotes, 2 versions s'opposent.
La première, c'est leur version. Ça n'était pas à nous de vérifier les bagages. La deuxième, c'est celle du procureur. Il s'agit d'un vol privé. Et dans ces cas-là, ce sont les pilotes qui sont responsables de ce qu'ils transportent. Et à l'heure du verdict, c'est la logique du procureur dominicain qui l'emporte. Le tribunal déclare les accusés coupables de trafic de substances illicites et de trafic international. Pour ce crime, ils sont condamnés à 20 années de réclusion. 20 ans pour Pisapia et Castagny, c'est normal. Mais aussi pour les deux pilotes. Pour eux, c'est le pire des scénarios. Alors ils décident de faire appel. Et en attendant, ils restent en résidence surveillée. Surveillez-les bien. Surveillez-les bien. En France, le comité de soutien aux deux pilotes est plus que jamais mobilisé, avec un argument supplémentaire dont je vous ai pas encore parlé. Les deux pilotes sont d'anciens militaires. Ils ont servi 20 ans dans l'armée de l'air. Et il y a un membre du comité de soutien qui est sensible à ça, très sensible. Il s'appelle Émeric Choprade, et il est député européen, Front National. On peut pas les laisser moisir là-bas, hein. En appel, ils sont cuits d'avance. Ils ont tout de même servi la France. On peut pas laisser faire ça. On ne peut pas. Et c'est lui qui prend les choses en main. Choprade. Il commence par trouver de l'argent. D'où vient-il? C'est un peu flou. Bref. Et l'idée, son idée, c'est d'exfiltrer discrètement les pilotes de République dominicaine avant le procès en appel. Avant qu'on ne les renvoie en prison. Une petite équipe se met au travail. Avec Émeric Choprade, Pierre Malinowski, son attaché parlementaire et ancien militaire, et Christophe Naudin, un expert en aéronautique, ami des deux pilotes, membre du comité de soutien depuis le début. Et ça gamberge. Comment est-ce qu'on va faire? Et finalement, la petite équipe se met d'accord. Je crois que le mieux, c'est de les exfiltrer par la main. Hein. Moi, je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins risqué. Et du coup, les deux pilotes héritent de noms de code. Bruno Odos sera Langouste et Pascal Fauré sera Homard. Coquillages et crustacés sur la plage abandonnée. L'opération est lancée le 18 octobre 2004. Christophe Naudin dégote un voilier et il va jouer les touristes au large. Et pendant ce temps-là, à terre, Malinowski a recruté un pêcheur. Je te donne 14 000 $. Et on monte à 3 sur ton bateau. Et tu poses pas de questions. Ça te va? 14 000? D'accord. Et les pilotes arrivent déguisés en touristes et montent sur le bateau. Bon allez, on y va. Bien sûr, le but est de rejoindre le voilier qui attend au large. Le pêcheur se fait un peu tirer l'oreille pour aller jusqu'au bout, mais quelques bifetons de plus finissent par le calmer. Et le voilier apparaît à l'horizon. Regardez! Ça y est les gars! Vous êtes sauvés! Les deux pilotes montent à bord. C'est la gala Twinger. On sort les bouteilles, on met de la musique. Les deux pilotes ont du mal à le croire. Mais c'est fini. Direction l'île de Saint-Martin, puis la Guadeloupe, puis la Martinique, jusqu'à la métropole. Malinowski, lui, repart vers Punta Cana. Sa mission est maintenant de faire vivre les deux pilotes, artificiellement. De déplacer leurs portables, de les activer, de défaire les draps de leur chambre d'hôtel, bref, de gagner du temps pour permettre aux voiliers de quitter les eaux dominicaines sans encombre. Quelques jours plus tard, les voilà à Paris. Ils arrivent à Orly, discrètement, le plus discrètement possible. Pas question de fanfaronner, car il faut organiser la suite. Ils seront pas jugés par la République dominicaine, d'accord? Mais ils sont quand même mêlés à un trafic de cocaïne. Et donc maintenant qu'ils sont de retour en France, ils relèvent de la justice française. Bon alors, dans l'immédiat, vous allez vous mettre au vert. Vous vous reposez, vous profitez de votre famille. Et surtout, vous êtes ferme là-dessus. Ils ne doivent rien dire.
Hein, le temps qu'on négocie votre présentation devant la justice française. D'accord? Silence radio. Sauf qu'il semble que des journalistes soient déjà au parfum de cette évasion rocambolesque. Est-ce que ça n'est pas Émeric Choprade qui a fait fuiter l'info pour se faire reluire? Probablement. Bref, un soir sur Europe 1. Europe 1. Ce rebondissement dans l'affaire dite Air Cocaïne. Ce soir, on a appris que les 2 pilotes avaient réussi à quitter Saint-Domingue pour rentrer en France, en passant sans doute par les Antilles. Il ne s'agit pas d'une évasion, explique l'un de leurs avocats. D'ailleurs, ils n'étaient pas en prison. Pour maître Jean Reinhardt, ses clients veulent avant tout que justice leur soit rendue. Quelle belle surprise pour moi de découvrir qu'ils étaient revenus. Quelle belle surprise de les voir ainsi en France. Ils ont décidé de pas fuir la justice, mais d'aller chercher la justice. C'est-à-dire que là-bas, en République dominicaine, il faut être très clair, c'est que la justice n'est pas sérieuse. C'est une justice de pacotille. Et c'est pour cela qu'ils reviennent. Et la première chose qu'ils m'ont demandé de faire, c'est d'écrire à la juge d'instruction. Ce que j'ai fait immédiatement, dès ce matin, j'ai prévenu la juge d'instruction qu'ils étaient de retour en France et qu'ils étaient à sa disposition et qu'à tout moment, ils se présentaient devant elle. La tronche des autorités dominicaines quand elles découvrent que les 2 lascars se sont carapatés. Le procureur de Punta Cana est furax. Et je peux vous dire que ça chauffe avec le Quai d'Orsay. Et donc la suite, eh bien c'est devant la justice française que ça va se passer. Va-t-elle être plus clémente? Pas sûr. Les 2 pilotes ont quand même transporté par 2 fois des quantités faramineuses de cocaïne sans lever le petit doigt. On peine toujours à croire qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans les valises. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à Bruno Odos et Pascal Fauré? Eh ben, de prendre un bon avocat, et si possible le meilleur. Et qui est le meilleur avocat en France en 2015? Acquittateur, Éric Dupond-Moretti. Marché conclu. Il va les défendre avec son associé, Antoine V. Ils ont eu raison de partir. Parce que cette procédure est truffée de choses qui nous laissent penser qu'elle n'est pas équitable. Je vais vous donner un exemple. Jamais personne n'a vu les produits stupéfiants. 20 ans en République dominicaine. C'est extrêmement long. Ils ont pris la fuite, ils sont partis. Et permettez-moi de vous dire qu'ils ont bien fait de le faire. À Punta Cana, vous vous doutez que les 2 autres, Pisapia et Castagni, l'ont en travers de la gorge. Pour eux, les pilotes sont des traîtres. Ils les ont lâchés. Ben oui, les gars, mettez-vous à leur place. Vous êtes coupables, il n'y a aucun doute. En République dominicaine ou en France, vous êtes bons pour la cabane. Mais les pilotes, c'est pas sûr. Les pilotes, ils ont un coup à jouer. Alors désolé, les gars, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. À part ça, il y en a un qui paye l'addition de cette évasion tout de suite. C'est Christophe Naudin, le copain des pilotes qui a monté l'opération d'évasion. Les Dominicains ont lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Et lui se fait choper lors d'un voyage en Égypte et expulsé vers Punta Cana. Il s'en sortira après la signature d'un accord avec 5 ans de prison, dont la moitié seulement en République dominicaine. Et puis vient l'heure du procès en France. Il s'ouvre en février 2019 devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Dans le box des accusés, il y a Franck Collin, bien sûr. Il y a un certain Ali Bouchareb, qui pourrait être le commanditaire final de ce trafic. Il y a le douanier ripou François-Xavier Manger. Et bien entendu, nos 2 pilotes, Bruno Odos et Pascal Fauré. Il manque Nicolas Pisapia, qui a finalement pris 20 ans en appel en République dominicaine, et Alain Castagni, qui a des problèmes de santé et qui sera jugé plus tard. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Pendant tout le procès, Franck Collin assume. Oui, il est coupable. Oui, il mérite d'être condamné. Bravo, c'est bien. Et surtout, il dédouane les 2 pilotes. J'affirme ici qu'ils n'ont pas participé à la moindre réunion préparatoire organisée dans le cadre des opérations Air Cocaïne. Jamais. Bouchareb, le commanditaire, est condamné à 18 ans. Franck Collin en prend pour 12 ans. Manchet, le douanier ripou, écope de 5 ans. Et les 2 pilotes, alors?
La Cour vous condamne à une peine de 6 années de réclusion criminelle. Autrement dit, pour la justice, ils étaient au courant de ce qu'ils transportaient. Ils ont sciemment participé à un trafic de drogue. Eux, bien sûr, ils sont pas d'accord. Et donc, ils font appel. Excellente initiative. Car en appel, en 2021, ils sont acquittés. Ouf! Ils ont lavé leur honneur. Ils n'étaient pas dans le coup. C'est ça, la vérité judiciaire. Et même si il vous reste un doute dans votre petite tête, il n'y a que la vérité judiciaire qui compte. Sinon, c'est le bordel. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'affaire Air Cocaïne, histoire rocambolesque d'une bande de truands qui réussit à faire entrer 300 kilos de cocaïne en France via un jet privé et qui, voulant renouveler l'opération avec 700 kilos, se fait arrêter par la police de Saint-Domingue. Histoire que je débriefe avec vous, Antoine V. Dans ce dossier, vous étiez l'avocat des 2 pilotes qui ont été condamnés à Punta Cana à 20 années de réclusion criminelle, qui se sont évadés et qui, en France, ont été à nouveau condamnés à 6 ans avant de faire appel et d'être acquittés. Alors, vos clients ont été acquittés, on est d'accord, certains ont des doutes sur ce verdict, mais c'est la vérité judiciaire, sinon c'est le bordel. Oui, on est d'accord, mais je crois un petit peu plus loin, parfois il faut des audiences qui, dans les 2 cas, la première fois et la seconde fois ont duré quand même 7 semaines et qui ont probablement permis aux juges de mieux comprendre quelle est la vérité en fait sur le rôle des pilotes. Et lors de la 2e audience, je crois que le point qui a été compris par les magistrats et qui a conduit à l'acquittement des 2 pilotes, c'est la façon en fait dont les valises sont chargées et déchargées dans un avion. Et je crois qu'on a pu faire établir que, comme ceux qui veulent croire à l'innocence des pilotes peuvent le croire, les pilotes n'étaient pas associés au chargement des valises. Quand ils sont arrivés pour le 3e vol devant cet avion, ils ont été mis devant le fait accompli et que à aucune étape, comme l'ont d'ailleurs confirmé Franck Collin à l'audience et tous les autres protagonistes, à aucune étape de cette organisation, les pilotes n'ont eu connaissance ni des mécanismes, ni des flux, ni de l'organisation. Donc je dirais que c'est pas un acquittement au bénéfice du doute, c'est plus que cela, c'est la démonstration qu'ils ont été piégés et qu'il n'était pas de leur responsabilité de contrôler le contenu de ces valises. On va revenir sur tout ça en détail. Vous savez ce qu'ils sont devenus? Ils ont repris le manche à balai? Non, malheureusement, c'est les conséquences extrêmement dommageables, extrêmement graves des gens qui sont victimes d'erreurs judiciaires. Ils ont été broyés par le système judiciaire pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, évidemment, ils sont en vie. C'est des gens qui sont des combattants, des militaires, mais reprendre le cours normal de leur vie d'avant, s'est trouvé être impossible. Qu'est-ce qui vous permet, selon vous, de l'emporter au 2e procès et pas au 1er? C'est l'explication qui, à mon avis, a été donnée aux magistrats de la part des pilotes sur la façon en fait dont les chargements et les déchargements ont été opérés dans les vols en question, d'une part. Et je pense que les juges ont compris que à aucun moment les pilotes ont été mis en situation de voir le contenu des valises chargées et donc de signaler à d'éventuelles autorités qu'il y avait quelque chose de bizarre. Ils ont été, quand on voit le dossier dans son contenu le plus fin, placés devant une situation et à partir du 3e vol ont décidé de réagir, mais malheureusement c'était trop tard pour eux. Et la deuxième chose... Attendez, il faut que vous nous expliquiez par quelques exemples qu'est-ce qui a convaincu qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans ces valises. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent convaincre, mais la première chose, c'est que d'abord, tous les protagonistes, incluant les protagonistes qui ont été condamnés et qui n'avaient pas fait appel, sont venus dire à la barre qu'à aucun moment les pilotes avaient été informés, ne faisaient partie d'une organisation, concédant même pour certains d'entre eux qu'en fait, ils avaient été bernés. Donc, la parole d'un condamné, c'est quelque chose qui peut avoir un poids, surtout quand il n'a pas fait appel d'une décision. Et techniquement,
techniquement, vous dites qu'ils ont convaincu sur la manière dont les bagages ont été chargés. Ça veut dire quoi? Après, il y a un argument d'abord aussi, avant de passer juste sur la technique, pardonnez-moi, mais c'est la personnalité de ces deux hommes, qui sont, vous l'avez rappelé, des militaires, et je pense qu'ils ont aussi convaincu les juges par leur personnalité, qui est aucun enrichissement personnel, ils avaient des familles, ils gagnaient très bien leur vie, ils n'avaient aucune raison de se livrer, même, par négligence, à un trafic de stupéfiants. Ça, c'est une donnée très forte de ce procès, c'est défendre des gens d'une aussi grande intégrité, d'une aussi grande humanité. C'est assez rare, donc on a quand même, je pense, transmis ce fluide humain aux magistrats d'appel. Et puis sur le plan technique, il faut rappeler que c'est pas aux pilotes, même dans l'aviation privée, de filtrer le contenu de valises. Il y a des douanes pour faire ça. Et c'est pas non plus aux pilotes de transporter les valises jusqu'à l'avion. Il y a ce qu'on appelle des sociétés de handling, dont c'est le travail. Et en l'occurrence, les bagages ont pu passer les douanes en République dominicaine, n'ont pas été contrôlés. Les bagages ont été acheminés par une société de handling en République dominicaine. Et donc, lorsque les pilotes sont, eux, arrivés sur l'aéroport, les bagages avaient déjà été chargés. Donc, je pense que cet argument a convaincu la Cour que les pilotes n'ont jamais été associés ni au montage, ni aux opérations de trafic de stupéfiants, ni directement au transport des valises. Et sur la base de tous ces éléments, effectivement, ils ont été acquittés. Est-ce qu'ils ont eu un doute? Au fond, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que, quand même, le fait de charger 10 valises au premier voyage, de ne rien charger au deuxième pour un seul passager, d'en charger 26 au deuxième vol, est-ce qu'il y avait quelque chose qui clignotait dans leur tête ou pas? Alors, vous dire qu'il n'y avait rien qui clignotait, ça ne serait pas la réalité, mais la question c'est qu'est-ce que c'est qui clignote? Et là-dessus, je crois que le procès a apporté deux éclairages importants. Le premier, c'est qu'on parle de voyage d'affaires dans l'aviation privée et que finalement, il est assez commun dans l'aviation privée d'avoir des situations de transport de valises, de transport d'objets, de transport de diverses choses. Il y a des gens qui transportent des avoirs, il y a des gens qui transportent de l'or. Donc, on ne peut pas faire un comparatif entre cette aviation-là et l'aviation de ligne dans lequel, évidemment, ces situations ne se présentent pas. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont pu avoir à certains moments des doutes, mais que quand on connaît le fond du dossier, on se rend compte qu'à chaque fois, l'organisation en fait qui les avait pris en main et qui les a manipulés leur apportait tous les éléments pour permettre d'éteindre ces doutes. Je vous rappelle qu'ils ont quand même fait un signalement à l'organisation policière à un moment parce qu'ils avaient des doutes et qu'on leur a dit que les personnes impliquées n'étaient sur aucun fichier et n'étaient pas recherchées. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais je crois qu'en fait, il faut quand même faire le crédit à des gens que même en toute bonne foi, on peut commettre des négligences, mais c'est pas forcément le signe de la participation à une organisation, à une organisation criminelle de trafic de stupéfiants. L'implication des pilotes a été un sujet de débat et ils ont fini par s'évader de République dominicaine et ils ont été blanchis lors d'un procès devant la cour d'assises en appel en France et totalement acquittés des faits qui leur étaient reprochés. Est-ce que vous diriez, Antoine Wey, que la justice dominicaine est une justice très, très, très inférieure à la justice française? Alors, je le dirais d'autant plus que j'ai pu me rendre en République dominicaine et que j'ai pu constater, notamment parce que j'y suis allé, les conditions d'emprisonnement de ces gens, qui étaient vraiment des conditions inhumaines, dans lesquelles la nuit vous entendez des cris, dans laquelle il y a de la violence permanente. C'est là où sont souvent enfermés des gangs extrêmement violents. Et je vous dirais même que si ces gens n'avaient pas, les deux pilotes étaient des militaires qui avaient connu un entraînement, ils y seraient probablement morts. Donc le système judiciaire est un système extrêmement corrompu et il n'y a aucun doute, et pardonnez-moi de le dire, je vous dis le mot inférieur, il ne s'agit pas vraiment de faire des comparatifs inférieurs ou non inférieurs, c'est un système qui ne fait pas l'état de droit. C'est un système qui n'est absolument pas respectueux de l'état de droit, dans lequel il n'y a pas d'indépendance de la justice, et il y a beaucoup de choses en fait qui en sont ressorties, qui aujourd'hui malheureusement ne sont toujours pas démontrées. Je vous donne un exemple tout simple. Les pilotes ont toujours dit nous n'avons jamais vu la drogue, nous n'avons jamais pu être mis comme on le serait en France, position de constater qu'il y avait de la drogue.
Voilà. Normalement, des saisies ont lieu. Ces saisies donnent lieu à des rapports officiels. Et il y a eu énormément de débats parce que malheureusement, la drogue n'a jamais été à proprement parler saisie par des autorités judiciaires, expertisée dans des conditions qui permettent de ne pas douter qu'il s'agissait de la drogue. L'avion a été déplacé dans des conditions extrêmement curieuses. Et finalement, l'idée que cette affaire procède d'un règlement de compte entre certaines autorités politiques de l'île n'est pas non plus totalement à exclure. Donc le système judiciaire est défaillant, le système carcéral est inhumain et il y avait absolument aucun doute que ces pilotes ne pouvaient avoir accès à la justice en République dominicaine. Donc oui, ils ont eu raison de s'évader et comme vous l'avez rappelé, la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils se sont évadés de la République dominicaine, c'est de s'en remettre à la justice de leur pays. Ça a été long, pénible, difficile, parfois injuste, mais à la fin, ils ont quand même été acquittés. J'ai été un peu choqué par la prise de position de Laurent Fabius. Enfin, il y a une séparation, normalement, entre le pouvoir politique et la justice, fût-elle dominicaine. Oui, alors elle peut peut-être être critiquée, mais elle correspondait sans doute à une position aussi très patente, c'est-à-dire que on avait affaire à vraiment des héros de la nation française, des gens qui ont des décorations, qui ont pu à un moment mettre même en prise avec l'arme nucléaire. Donc je pense que Laurent Fabius était à ce moment-là bien informé de la réalité de leur personnalité, de la réalité de ce dossier. On peut effectivement, au nom de la séparation des pouvoirs, se questionner sur la nature de cette intervention, mais tout de même, c'est le rôle aussi de la France de protéger ses nationaux et d'avoir une voix forte. Et je peux vous dire qu'en République dominicaine, ça a été beaucoup plus compliqué d'obtenir de la France une protection qui aurait permis notamment à ce qu'il ne soit pas placé dans ces conditions de détention tout à fait inhumaines. Donc, pardonnez-moi de faire l'avocat et de comprendre votre opposition, mais en même temps de me réjouir qu'il y ait des hommes politiques qui puissent porter la voix de deux personnes que moi j'ai toujours considérées à titre personnel totalement innocents. Alors l'évasion, parlons de l'évasion. Moi je vais vous dire la vérité, je la trouve bizarre. Il y a un truc qui est pas net là-dedans. Il y a un mélange de politique avec Choprade, d'amitié avec Naudin. C'est un drôle d'attelage quand même. Oui, je comprends votre point de vue. Après, je vous dis, pour les connaître suffisamment l'un comme l'autre, après toutes ces années, j'ai envie de dire, de combat judiciaire, que ce sont des gens qui sont apolitiques, qui ne font absolument pas partie d'organisations politiques. La présence de Choprade, dont on rappelle qu'il a été député du Front National, a absolument aucune connexion avec ces deux pilotes. Et Naudin est un ami, en fait, qui s'est objectivement mis en danger pour venir les sauver. Il y avait plusieurs plans qui avaient été envisagés par ces militaires, qui étaient effectivement soutenus par des gens qu'ils ont pu connaître dans l'aéronavale, dans d'autres branches de l'armée. Ils ont choisi ce plan-là. Mais en fait, vous savez, quand vous êtes à l'article de la mort, quand vous êtes privé de vos enfants, de votre famille, de vos femmes, de vos amis, vous cherchez surtout à pouvoir vous échapper. Et s'échapper d'un pays n'est pas quelque chose de si facile. Donc c'est ce circuit-là qui a été utilisé, mais absolument aucun lien avec des réseaux politiques n'a été ni établi ni continué. D'ailleurs, ça n'avait aucun sens de mettre ça dans un contexte idéologique ou un autre. Donc j'ai envie de dire, toute opération d'évasion est par nature secrète. Par nature, on protège les gens qui ont aussi permis cette évasion. Et des années plus tard, on voit surtout que c'était deux personnes qui ont été soutenues par un réseau important d'amis qui croyaient à leur innocence et qui ont permis qu'ils puissent rentrer chez eux pour voir leurs enfants, leurs familles, qui, pardonnez-moi, je le dis, leurs enfants, leurs femmes ont vécu un calvaire pendant toutes ces années, leurs amis aussi. On s'en doute, oui. Oui, parce que savoir que vos maris sont en prison en République dominicaine, alors que quand on les connaît, l'idée même qu'ils aient participé sciemment à un trafic est inacceptable. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne correspondait pas à leur parcours, à leur vie, à leur psychologie. Donc pour les proches, pour le public, on peut comprendre que des doutes, que des histoires, que l'envie de croire qu'on est dans une affaire puisse prévaloir, mais pas pour leurs proches et pas pour leurs amis. Et ils ont bénéficié de la part d'abord de leurs avocats, mais surtout de leurs amis et de leur famille, d'un soutien inconditionnel qui a fini par rejaillir, j'ai envie de dire, sur tous les contacts qui ont eu affaire à eux, effectivement, que ce soit des sénateurs, il y a le sénateur Cadic qui s'est beaucoup mobilisé pour eux, mais aussi parfois des cercles un peu plus larges qui défendent le fait qu'un Français dans le monde doit être traité avec les droits qu'on accorde aux Français dans un état de droit, avec
vérité et avec l'impartialité de la justice qu'ils ont finalement trouvé, mais tout au bout de leur calvaire judiciaire. Alors, il y a des gens que j'ai évacués un peu dans mon histoire, mais qu'il faut remettre à leur place. Ce sont les propriétaires de cette compagnie aérienne qui étaient locataires de cet avion qui appartenait à Alain Flelou, qu'ils étaient chargés de louer, de faire vivre, dont ils étaient chargés d'équilibrer les finances. Cette compagnie s'appelle SNTHS. Les deux patrons, Fabrice Elcourt et Pierre-Marc Dreyfus, ont comparu devant la cour d'assises comme les pilotes. Ils ont été condamnés à 6 ans au premier procès. Mais eux, ils n'ont pas été acquittés au deuxième. Condamnation confirmée à 6 ans de prison. Quel rôle est-ce que vous leur donnez, vous, dans tout ça? Moi, si vous voulez, j'ai une position très simple sur ce sujet, c'est que quand on est avocat d'une personne, on ne peut pas se prononcer sur la situation de quelqu'un qu'on ne représente pas. Donc je ne suis pas un observateur judiciaire, je ne peux pas commenter une décision de justice au-delà du mandat qui est le mien comme avocat. Moi, j'ai représenté 2 personnes qui ont été acquittées et je peux vous dire que j'ai été très marqué par la dureté du verdict d'appel envers 2 autres personnes de ce dossier dont on a perçu que c'était des gens, pères de famille, eux aussi très marqués par ce qui s'était passé. Le douanier Non, je parle des 2 dirigeants de STHS qui, objectivement, sont dans leur personnalité, dans leur vie, très 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 loin d'une affaire criminelle. Donc la justice est violente, elle est cruelle, elle l'a été pour eux, mais je ne pense pas qu'il m'appartienne de me prononcer sur leur situation personnelle. Parce qu'on pourrait dire ils ont profité de la naïveté des pilotes. Et pour le coup, ça vous concerne, ça? Je crois pas qu'ils ont profité spécialement eux. Je pense par contre que il y a dans le dossier quelque chose d'assez évident qui est apparu, c'est que le réseau qui a mis en place ce trafic était un réseau assez structuré qui a su, pour les pilotes et très probablement aussi pour la société SNTHS, utiliser des gens qui n'étaient pas du tout habitués à des combines criminelles et à des choses. Donc on voit bien aussi dans le dossier, pas pour les défendre spécifiquement, mais tout de même, on voit bien que ces 2 personnes qui ont été condamnées étaient très très loin de la compréhension globale qui leur aurait permis de savoir où est-ce qu'ils mettaient les pieds. Je dirais que dans ce dossier, il y a eu des gens qui ont été mis en cause. Il y a aussi un autre homme que vous n'avez pas cité, mais qui a été lui aussi acquitté parce que il y avait finalement deux réseaux. Un réseau, j'ai envie de dire, de gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec le dossier, qui ont pu commettre des imprudences et des erreurs, qui auraient pu se poser d'autres questions. Mais c'est toujours plus facile de voir la montagne une fois qu'on l'a gravie. Et puis un autre réseau qui est un réseau criminel organisé avec des personnalités troubles qui ont objectivement floué le jeu pour permettre que les autres ne se rendent compte de rien. Merci beaucoup Antoine V d'avoir accepté de revenir sur cette affaire Air Cocaïne. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.